Bonjour à toutes et à toutes, ici Pharo Sadius pour une vidéo spéciale sur Hitman. Donc en fait, tout simplement, j'ai décidé de faire une nouvelle approche sur mes vidéos, donc il y aura du gameplay en fond qui est des autres vidéos que j'ai faites de Hitman. Il y aura sûrement plusieurs parties parce que on a pas mal de choses à dire. Je suis Bonjour à avec... tous. ouais, bonjour à tous. Bonjour à tous, Yushibi surtout. Donc je suis avec Yushibi Endero, on a déjà fait des vidéos ensemble et vu qu'on est des très vieux fans de Hitman, on va discuter un peu parce que suite à ce qui s'est passé récemment, je pense que c'est important d'en discuter calmement et de faire un avis sur cette Hitman trilogie au passage. Donc, je constate que j'ai oublié de mettre du son sur la musique. Voilà, c'est bon. Donc, ça c'était un petit oubli, mais ça va. Donc, Yushibi, nous allons d'abord commencer à parler de comment nous avons découvert Hitman afin de poser les bases sur notre connaissance. Oui. Et tu me proposes de passer en premier. Étant Tel donné un que, gentleman. spoiler, il a commencé Hitman avant moi. Oh, bien avant, bien avant. Alors, il faut savoir que moi j'ai découvert Hitman déjà sur console. À l'époque où je jouais à une console. À l'époque où je jouais à la Xbox 360, qui est une période très courte. Mais j'ai découvert ça, donc on était quoi en 2008-2009. Peut-être de plus 2009-2010. Donc 3 ans après la sortie de Blood Money. J'en avais gardé un excellent souvenir, hein. J'avais fini le jeu à l'époque, chose rare, hein, avec moi. Et bon, Absolution, je me suis dit ouais, pourquoi pas, mais j'avais encore mon vieux PC de l'époque, je me suis dit il va jamais tourner. Et après par la suite, je suis un petit peu passé à côté de la série pour d'autres licences. Et quand j'ai réentendu parler d'Hitman, c'était à l'époque du 1, enfin du 1 de la trilogie, hein. Euh, et quand j'ai entendu format épisodique, non, non, clairement j'ai dit non. Et c'est votre cher serviteur Faro qui m'a redonné le goût à cause de la sortie du 3 sur Steam. En me montrant un petit peu aussi des niveaux du coup du 1 et du 2 à sa manière, parce qu'il faut avouer que j'aime beaucoup JDG, mais les gameplays de JDG me donnaient pas vraiment envie. Et du coup, peu avant, on s'est fait ça dans la semaine. Dans la semaine avant la sortie sur Steam, je me suis refait Blood Money. J'ai découvert Absolution, que j'ai pas mal aimé. On en reparlera. Et puis voilà. Pour l'anecdote avec le fameux gameplay JDG, c'est vrai que après avoir passé 200 heures sur Hitman 2, j'avais un peu envie de me défouler, effectivement, que j'essayais pas de trop être discret, contrairement justement à mes gameplays partagés, où j'essaie quand même d'être un minimum beaucoup plus discret, même si faut avouer que j'ai quand même perdu quelques skills. Alors moi, c'est pas compliqué, j'ai découvert Hitman avec Hitman Absolution en 2012. Je n'ai jamais connu Hitman avant, je sais que c'était une série d'infiltration extrêmement populaire, et puis j'en ai profité justement pour me lancer, tout simplement. Et j'avais beaucoup croché justement au gameplay de Hitman Absolution à l'époque, je trouvais qu'il y avait des choses qui étaient très intéressantes, même si le côté infiltration, l'aspect furtif était assez galère à faire sur Absolution. Et là, on me parle d'un espèce de reboot en 2016. Et en fait, il y a pas mal de choses qui me dérangeaient sur cette espèce de reboot. C'est que le scénario n'était pas très mis en avant. Il y avait du format épisodique, un modèle économique que j'exècre au plus haut point. Et donc j'avoue que j'étais pas super tenté. Et quand Hitman 2 est sorti en 2018, grâce à la vidéo de Jean-Baptiste Chaud, j'ai appris que le format épisodique n'était plus présent. Donc j'ai décidé de prendre le risque et de me dire, allez go, on va y aller, on va tenter de se lancer pour voir ce que ça donnait.
Et je dirais mon avis sur cette Hitman trilogie plus tard, la World of Assassination, comme ils le disent en anglais, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Et entre-temps, j'ai joué à Blood Money grâce à Yushibi qui m'a donné envie de voir à quoi ressemblait Blood Money. Mais ouais, effectivement, ça m'a permis d'avoir un autre œil sur la saga Hitman. Et ça m'a permis aussi de voir un peu ce qui n'allait pas. Ce que t'as raté. Ce que j'ai raté aussi. Et voir un peu ce qui n'allait pas sur cette Hitman trilogie. Voilà, c'est comme ça que j'ai découvert. Donc, première chose, avis sur Blood Money. Donc, il faut savoir que Blood Money a officiellement 16 ans. Il est très très vieux. Je n'ai pas fait Blood Money en entier parce que je voulais absolument me concentrer sur la Hitman trilogie, mais j'ai quand même fait facilement la moitié de Blood Money. Et tu m'as regardé faire le reste, donc tu as quand même pu voir les niveaux. Voilà, j'ai regardé faire le reste et je ne me gêne pas de regarder des vidéos pour voir un peu les opportunités que propose Blood Money et de voir un peu le travail de fou qui a été fait sur Blood Money. Et ça, c'est assez intéressant pour la suite. Clairement, mon avis personnel là-dessus, Blood Money, en termes de musique, Jesper Kid, hein, bien sûr, qu'on ne présente plus, en termes d'ambiance visuelle, d'ambiance sonore, je pense, je n'ai pas fait Contract, Codename 47 et Silent Assassin, mais je pense que c'est clairement le meilleur Hitman. Et pour moi, la World of Assassination, si elle serait qu'un seul jeu, aurait pu battre Blood Money. Le problème, c'est que malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est 3 jeux séparés à un prix que je trouve quand même assez onéreux. Et c'est on en reparlera après. On en parlera après, mais c'est l'une des raisons de pourquoi je ne peux pas considérer la World of Assassination comme supérieure à Blood Money. Et pour d'autres points que je citerai plus tard dans cette vidéo. Moi personnellement, pour ma part, je viens de dire 2 fois la même chose, c'est génial. Blood Money effectivement reste le meilleur. Alors j'ai oublié de préciser que j'avais avant Blood Money touché à une démo. Alors je sais plus si c'était Codename 47 par contre, mais c'était un Blood Money sur un Hitman sur PS2. J'avais très peu de souvenirs. Et donc voilà, ça s'est fait. Mais pour moi, Blood Money reste clairement l'un des meilleurs. Parce qu'on a vraiment le côté infiltration. Clairement, c'est faisable hein, de buter tous les gardes d'une map, d'y aller en mode bourrin. Mais c'est quand même vachement plus dur, je trouve. En tout cas, ou alors il faut avoir un bon spot où ils arrivent que les uns après les autres, ce qui force un peu plus le truc. Et surtout, faut remettre quand même Blood Money dans le contexte qu'en 2006, Blood Money, pour ce que c'était vraiment incroyable. Le taux de PNJ possible à afficher qu'on dépasse maintenant, enfin qu'on a dépassé un peu avec Absolution, mais je trouve encore qu'à la limite on dépasse plus ça avec la trilogie qu'avec Absolution. Je trouvais que dans Absolution, le côté full était pas tant mis en avant que ça. Alors que dans Blood Money, le niveau pendant la fête, enfin que ça soit d'ailleurs pendant les fêtes ou celle du Mardi Gras, j'ai plus trop les noms des niveaux en tête par contre. Ouais, c'est était vachement bluffant. C'est Murder of the Crows, la mission du Mardi Gras, effectivement. Bon, voilà. Et aussi, et ça, je sais que c'est un truc qu'on est d'accord là-dessus, c'est les ambiances de Blood Money. Qui sont assez distinctes. Autant dans les premiers niveaux, ça reste du classique. Autant justement la mission avec les fêtes Angers Démon sont incroyables. Requiem a quand même une gueule. Genre, même si il suffit juste de se lever, de buter tout le monde, hein, c'est le dernier level. Mais ça a quand même 1000 fois plus de gueule, je trouve, que le niveau du train dans le 3. ça a une esthétique, une ambiance que je trouve vraiment particulière. Et même avec les années, je reste quand même vachement bluffé en fait. Les niveaux de Vegas aussi sont excellents.
Bref, pour moi, Blood Money, c'est la référence des Hitman, en fait. D'ailleurs, Surtout petite que, anecdote même sans parler des anciens, petite je anecdote finis pour juste... ceux qui ne savent pas. Il y a une mort unique sur Requiem où tu peux te faire poursuivre par Alexander, et ce qui fait que tu peux le pousser à tomber d'un escalier. Voilà. Et il meurt comme une grosse merde. Voilà, il meurt comme une grosse merde parce qu'il tombe dans un escalier. Chose que malheureusement, on en reviendra sur Hitman 3. Il n'y a pas beaucoup de morts alternatives pour le Constant, donc l'antagoniste de la Hitman Trilogy, mais on en reviendra. Et du coup, pour moi, Blood Money reste la référence des Hitman, en mon sens, surtout en termes d'infiltration. Même si, bon, du coup, effectivement, je ne peux pas parler des anciens. C'est celui qui a, je trouve, le plus apporté en son temps. Et 16 ans plus tard, au final, il y a même des trucs qui nous manquent. On en reparlera au niveau des défauts. Ouais. Maintenant, on va parler donc d'un sujet sensible. On va parler du Hitman qui a fait beaucoup de bruit. Parce que beaucoup de joueurs de Hitman aiment beaucoup Absolution. J'ai pu voir ça en traînant sur des chaînes anglophones. Il y a beaucoup d'anglophones qui défendent Absolution. Mais vraiment défendre. Hein. J'ai vu énormément de joueurs qui disaient que Absolution était supérieure à pas mal de Hitman. Et il y a beaucoup de gens qui détestent Absolution, beaucoup de gens qui trouvent qu'Absolution est excellent, mais qu'il est différent des Hitman classiques, ce qui est mon avis d'ailleurs. Mon avis globalement sur Absolution, c'est qu'ils ont tenté quelque chose. Pour moi, clairement, il faut reprendre le contexte, 2012, l'ère de la casualisation, c'est un peu le moment où les jeux vidéo cherchent un peu une nouvelle identité. Metal Gear Solid 5, 3 ans plus tard, deviendra du monde ouvert. Skyrim cherche justement à se casualiser en arborant un système de perk. Dungeon Siege 4 devient un jeu coop au lieu d'un jeu d'aventure. Et Hitman Absolution devient cette espèce de jeu d'action-aventure orienté infiltration, mais où l'infiltration est récompensée, comme dans Blood Money, comme dans la Hitman Trilogy, mais qui fait clairement comprendre au jeu que tu peux avoir des trucs super stylés sans forcément faire de l'infiltration, notamment grâce au mode instinct. De mon avis personnel, Absolution avait une vraie identité visuelle, était impressionnant, possédait quand même des exécutions uniques, ce qui fait que de mon avis personnel, il est excellent, mais il faut le voir comme un spin-off. Pour moi, on peut pas le considérer comme un Hitman classique, je le vois vraiment comme un spin-off. Voilà. Pour sortir un exemple, comme Metal Gear Peace Walker, si je ne me trompe pas, est un spin-off de Metal Gear, Hitman Absolution est un spin-off de Hitman. Peace Walker, c'est pas le cas. Non, c'est Son of Liberty, je crois que c'est Son of Liberty. Non, Son of Liberty, c'est le 2. Ah, c'est le 2. C'est Gun of Patriot. Snake. Ouais, voilà, t'as raison. C'est Snake Eater le 3. Snake Eater le 3. Moi, personnellement, Absolution, j'avais pas mal de doutes, au vu de comment tu m'en parlais, etc. Au final, j'ai pas mal pété des plombs. mais à froid, comme ça, là, après mûre réflexion, ça va. Ça va parce que effectivement, j'ai pas l'impression de jouer à Hitman, mais le jeu en lui-même reste plus ou moins plaisant. Ce qui fait chier, c'est que par contre, quand je joue à un Hitman, je m'attends à jouer à un Hitman. Or, là, pour le coup, il y a pas mal de niveaux. J'avais plus l'impression de jouer je sais pas, au niveau les moins intéressants d'Uncharted, en fait. Dans un certain sens, pour moi, c'est pas vraiment du Hitman. Donc, effectivement, ça peut être, on peut considérer ça comme un spin-off. Mais malgré tout,
l'accent poussé sur le scénario est pas déplaisant, le scénario est très intéressant, et encore une fois, je regrette qu'on revoie pas Victoria dans le dernier. Elle me manque un peu, j'avoue. Même si j'aime pas sa voix VF. Niveau casualisation, oui, c'est casualisé. Et je me dis qu'il y a quand même des choses qui auraient été pu être mieux faites. Parce que c'est à la fois casualisé et en même temps extrêmement frustrant. Moi personnellement, je trouvais que les... Alors, je suis pas un... Je préfère Blood Money, mais je suis pas un hardcore gamer qui l'a fait en difficulté max. Hein. Et pour moi, le fait de mettre un déguisement, fasse que tu te fasses repérer par tous les mecs qui ont le même déguisement, avec un temps qui est certes de plus en plus long à force de gagner des points machin, mais grosso merdo, je trouvais ça vachement à chier. Que certains, c'est là où là je peux quand même commencer à jeter des fleurs un petit peu sur la Hitman Trilogy, c'est que ça a amélioré ce système, mais la gestion de l'instinct, j'ai pas été trop fan. L'utilisation en elle-même de la capacité pour pouvoir buter tout le monde, ouais, c'est bien sur Red Dead, mais pareil, c'est pas trop le genre de truc que j'avais imaginé voir sur Hitman. Et vu comment il est branlé, j'avoue que ça aurait pu être mieux fait, mais c'était pas un ajout important pour moi. Mais si j'ai été quand même vachement dégoûté en le faisant, au final ça va avec le recul. Après c'est aussi le fait d'avoir joué à World of Assassination qui m'a calmé sur Absolution. Mais du coup voilà, grosso modo, c'est différent de Blood Money. C'est moins bien à mon sens, mais ça peut plaire à des gens et il a le droit d'exister. Il dit pas si mal. On en reviendra sur Absolution parce que beaucoup de gens n'aiment pas Absolution en partie à cause de son scénario, sur le fait que le 47 devient humain, et ça je trouve ça très intéressant de se rappeler de ce détail parce qu'il sera très important pour l'avis sur World of Assassination. Sur ce. On attaque le bébé. De quel point, regarde juste sur la liste qu'on a fait, sur quel point on en est déjà. Il faut donner un premier avis global. Voilà, premier avis global sur World of Assassination. D'accord, on en est à là. J'essaie de trouver les mots sans être insultant. Bah, tu veux que je commence? Non, je vais le faire. Vas-y. World of Assassination est le meilleur Hitman sur plein de points, sur les opportunités, sur les assassinats, sur la liberté d'action. Mais le World Assassination a aussi énormément de problèmes. Et le problème, c'est qu'en fait, les qualités sont très nombreuses, les défauts le sont beaucoup moins, mais les défauts sont très très majeurs à mon goût. Et c'est pour moi ce qui fait que, oui, on me verra beaucoup plus jouer à World of Assassination grâce à sa rejouabilité et à ses possibilités de combat, mais ça m'empêche qu'il y a certaines choses qui ne passent pas, et notamment c'est pour ça, hein, pour ceux qui le savent, c'est pour ça que j'ai mis une évaluation négative sur Steam, parce que pour moi, en l'état, le jeu a trop de soucis, personnels. Clairement, si je devrais faire un résumé de la chose, si la World of Assassination serait un seul jeu, ça pourrait facilement être le meilleur Hitman. Mais le problème, c'est que ce n'est pas un seul jeu. C'est un jeu divisé en 3 actes, en donc
un jeu divisé en 3 parties, un jeu que tu payes donc 3 fois plus cher, plus les DLC, pour au final un suivi qui n'est pas si terrible que ça. J'expliquerai justement encore parce que j'ai subi le suivi du 2, donc j'expliquerai ce qui ne va pas. Et ce qui fait que justement on a un peu cette sensation que le jeu aurait pu être mieux. Parce qu'on va pas se mentir, si Hitman Trilogy serait sorti en 2021, avec le 1, le 2 et le 3 en même temps, donc pas le 1 en 2014, le 2 en 2016 et le 3 en 2000... non, c'est le 1 en 2016, le 2 en 2018 et le 3 en 2020. Si en fait le jeu complet, je m'en fiche des DLC, on en parlera plus tard, mais si le jeu complet serait sorti en 2020, comme ça, tel qu'il est, ça aurait été sûrement le meilleur Hitman. Parce que les défauts auraient été certes majeurs, mais vu la quantité des niveaux incroyables, parce qu'on parle quand même de... Si on n'inclut pas les DLC, on parle quand même de 18 niveaux, ce qui est quand même 6 niveaux de plus que Blood Money, ça vaut sacrément la peine. Le problème, c'est que c'est pas le cas. Et ça, justement, ça me chiffonne énormément là-dessus, mais je reviendrai sur les points, je leur dis plusieurs fois, mais je leur reviendrai sur les points négatifs, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. C'est pour ça qu'on va commencer d'ailleurs par les points négatifs après, parce que je pense qu'il est important de parler des points négatifs après, et de parler justement du problème qu'a cette trilogie. Mais j'en reviendrai plus tard. Vas-y. De toute façon, on aura le développement avant. Voilà. Alors pour ma part, parce que de toute façon, quand il parlera du développement, moi je parlerai pas. Pour ma part, c'est une grosse déception. Et en même temps, je suis tout à fait d'accord. Ça aurait eu le potentiel d'être le meilleur Hitman. Et encore, moi, dans un sens, je peux m'estimer heureux d'avoir tout découvert d'un coup sur le 3, car au moins certains des upgrades graphiques, je les ai eu direct. Et j'ai pas subi les quelques déboires qu'il pouvait y avoir sur les anciens, les manquements, etc. J'avais du coup, on va dire, directement tout le contenu, ou presque, vu que il y a 2 maps que j'ai toujours pas pu faire. Parce que bon, 109 balles, la trilogie, d'un coup, ça pique. Mais grossièrement, une grosse déception parce qu'il y avait le potentiel, il y a les qualités qui sont là, il y a le retour vraiment d'un aspect d'infiltration qui est génial, mais qui est freiné par des problèmes qui sont extrêmement frustrants. Comme il a dit, on en parlera après, mais j'ai déjà envie de les citer, mais bon, je vais me retenir. Mais des frustrations, des trucs qui manquent, qui sont extrêmement gênants, et servis par un scénario qui du coup, au fil des épisodes, est en fluctuation totale. Ça démarre bien, mais moyennement. Ça va vers le mieux. Et ça redescend, et ça se crache en catastrophe. Enfin, encore une fois, une grosse déception. On en parlera du scénario en profondeur. Oui, je sais, mais je veux dire, voilà, déception, c'est le mot qui résume mon truc. C'est une déception amère. Le scénario est en partie pourquoi je trouve que c'était une mauvaise idée d'en faire une trilogie, mais je m'en expliquerai après. De toute façon, il y aura pas mal de choses. Donc, tu as terminé là ? Oui, parce que bon, à part dire que c'est une grosse déception, je veux dire, je me lâcherai sur les détails. Donc, je vais expliquer globalement le développement de ce que je sais. Donc, je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas Jean-Baptiste Chaud qui a carrément eu contact avec les développeurs. Ce que je sais, c'est ce que beaucoup de gens sachent. Donc, vous n'allez pas être... Vous n'allez pas être impressionné par ce que je dis. Déjà, pour commencer, le jeu est sorti en 2016. Soit après 4 ans de Absolution. Et déjà, là, il faut constater quelque chose.
Blood Money et Absolution ont 6 ans d'écart. Absolution et Hitman World of Assassination partie 1 n'ont que 4 ans d'écart. Et ça change déjà beaucoup de choses en fait. Ça veut dire que le premier Hitman a eu moins de temps de développement, et bon Dieu ce que c'est important le temps de développement de nos jours. C'est pas pour rien par exemple, pour comparer à un studio que j'aime pas, Rockstar, ils ont pris 10 ans à faire Red Dead Redemption, même si en vrai on sait tous qu'ils ont pas réellement pris 10 ans, mais ils ont pris quand même pas mal d'années. Là déjà je suspecte qu'avec Hitman 1, ils ont pas eu assez de temps et qu'il manque des choses. Le premier problème de Hitman 1, je pense qu'on peut le résumer sur le fait qu'il y a eu ce format épisodique. Ce format épisodique, sur le papier, était une bonne idée. On sort une map, comme ça on laisse les temps aux joueurs de maxer le premier niveau, de ne pas rusher les Hitman, de passer du temps sur ce fameux premier niveau, afin de découvrir un peu les possibilités d'opportunités et de rejouabilité. Le seul souci de cette situation, c'est que je vais ressortir les mots de Jean-Baptiste. Le problème, c'est qu'on a eu Marrakech et Bangkok qui sont pas ouf. Et ça, c'est vrai que beaucoup de gens n'ont pas aimé Marrakech, beaucoup de gens n'ont pas aimé Bangkok, mais vous faites quoi en tant que joueur? Vous avez pas aimé Marrakech, bah vous devez attendre 2 mois de plus. Ça génère en fait un niveau de frustration où si vous aimez pas une nouvelle map que vous avez attendue pendant 2 mois, vous vous retrouvez comme un con à attendre 2 mois de plus en espérant que la map d'après soit bonne. Et ils vous sortent quoi? Ils vous sortent Bangkok que les gens n'ont pas trouvé non plus incroyable. Ils l'ont trouvé sympa mais sans plus. Et après ils nous sortent Colorado qui est considéré comme l'une des pires maps de la trilogie. Je sais pas si vous réalisez qu'on vient de sortir la trinité des pires maps possibles. Et heureusement, il y a Hokkaido qui a remonté le niveau, mais rien que ça, le format épisodique, ça a fait un échec commercial. Et pour finir, IO Interactive ont voulu... comment on pourrait dire ça? Ils ont eu les couilles, ils ont tenté de racheter la licence à Square Enix, et ils se sont barrés. Sur ce point, je respecte. Le seul problème de faire une action comme ça, c'est qu'il te faut un éditeur. Il te faut un éditeur justement pour pouvoir lutter contre ça, et malheureusement ils sont tombés sur Warner. Et Warner, par expérience, je sais qu'ils sont pas très fous comme développeurs. Comme éditeurs, ils font un peu le strict minimum, et malheureusement ça se voit. Ça se voit. Vous prenez Shadow of Mordor et Shadow of War, on sent que le financement de Shadow of War, par exemple, était diminué, parce que c'est quasiment la même chose que Shadow of Mordor. Vous prenez par exemple les Batman, il y a littéralement sur PC, ils ont contacté une petite boîte pour faire un portage PC de Batman Arkham Knight, parce qu'ils ne voulaient pas le confier aux vrais développeurs. Ils ont préféré confier ça à une petite boîte, et ça a été une catastrophe. Warner, c'est un peu l'entreprise comme Electronic Arts, qui dès qu'ils peuvent économiser de l'argent, ils le font. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de soutenir 47 et IO Interactive. Malheureusement, ça se voit, avec beaucoup moins de budget. Et notamment, le fait qu'il y a moins de budget, ça se ressent au niveau des cinématiques CGI. Donc la CGI qui est quelque chose d'extrêmement cher, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est extrêmement cher sur le marché. Et ça se voit énormément qu'ils ont eu moins de budget, ou soit ils ont eu autant de budget que le 1, mais qu'ils ont préféré le mettre dans les niveaux. Ça, c'est aussi une possibilité. Mais dans tous les cas, on sent justement qu'il y a eu un gros souci budgétaire, et après Hitman 3, au revoir le CGI, que des cinématiques in-game, donc quelque chose d'encore moins cher. Donc on sent que là ils ont touché le fond. Pourquoi? Moins cher, mais déjà vachement mieux quand même que la merde du 2, putain. Oui, vachement mieux, ça c'est clair. Et le souci justement, c'est qu'on se retrouve avec un Hitman 3 avec des niveaux plus petits, avec une intrigue scénaristique où on a quand même de la peine à suivre,
et aussi des DLC foutage de gueule. Je pense qu'il n'y a pas meilleur mot de sortir des DLC foutage de gueule. Donc là, on en revient justement au problème du développement. Donc, autant de chaos pour une sortie d'une trilogie aussi entachée, ça fait quand même mal. Et clou sur le plateau, non. Clou du spectacle. Il décide justement, pour compenser les problèmes budgétaires de Hitman 3, il décide de faire une exclusivité Epic Games. Donc je sais pas si vous savez comment fonctionne l'exclusivité Epic Games, mais en général, vous payez un an d'exclus, et Epic Games vous sert un chèque ahurissant de budget. En général, un calcul a été fait en se basant sur le budget de Borderlands 3 et le budget de Control. C'est à peu près entre le 25 et 30% du budget total. Donc voilà, donc globalement, si Hitman 3 a coûté 100 millions, ils ont donné à peu près entre 35 à 40 millions. C'est juste pour vous dire à quel point c'est ahurissant. La communauté a gueulé, forcément, parce que c'est quand même assez scandaleux de se comporter comme ça, surtout en tant que dev. Mais une bonne partie de la commu a quand même dit on comprend, vous n'avez pas beaucoup de budget. J'ai été le premier à les défendre, hein, malgré le bordel. On va laisser passer ça, c'est pas grave. On attendra un an de plus via Steam, c'est pas un souci. Le problème, c'est que l'année qui s'en suivit, on s'est retrouvé avec les pires DLC de la trilogie. Donc pour comparer, tout simplement, Hitman 1 avait des variantes de map cool et une seconde campagne, qui est aussi des variantes de map. Hitman 2 avait des missions d'assignement qui étaient pas ouf, mais qui s'est retrouvé avec 2 magnifiques maps à la fin. Et Hitman 3, Hitman 3, qu'est-ce qu'on a eu? Des escalades payantes, thématiques, et des mini-variantes, mais ça reste des escalades. Et le problème, c'est qu'en fait, de ce que j'ai pu voir, comprendre sur internet, la majorité des joueurs n'aiment pas les escalades. Et donc, sortir la phrase de on vous a écouté les gamers, on est à votre écoute, bah non. Si vous forcez à faire des escalades, forcément que ça allait pas le faire. Et surtout qu'ils ont quand même réussi à faire non pas 2-3 escalades, mais vraiment 7 escalades en tout. 7 escalades, c'est quand même long. Et là, clairement, beaucoup de joueurs ont douté. Et là, globalement, cette année, on devra avoir le mode freelancer, ainsi que 2 nouvelles maps. On a le nom de code des 2 nouvelles maps. La première s'appelle Rocky. On a pu avoir une image de la map. Apparemment, ce sera une espèce d'archipel survival à la Koh-Lanta, hein, comme diraient certaines personnes. Et Dugong, je suspecte que ça va se passer dans un pays fictif très connu de Hitman. Mais ça n'empêche pas comment dire, ça n'empêche pas que attendre un an de plus, et parce qu'on va pas se mentir, hein, les DLC vont être payants, hein, c'est ceux qui ont acheté des Seven Deadly Sins, ils vont pas les avoir gratuitement, hein. Ils vont être payants, et clairement, se taper un deuxième Season Pass parce que le premier c'était de la grosse merde, déjà ça sent pas super bon. Et là, IO Interactive arrive à faire quelque chose que même Borderlands, qui avait une super mauvaise réputation, n'a jamais osé faire. Sortir le jeu sur Steam avec 0 promotion. Même pas un petit 10% pour faire joli, non, 0 promotion. C'était déjà de 1, c'était du jamais vu pour une exclusivité Epic Games. 0%, c'était flagrant. D'acheter un jeu qui a un an entier à 109 balles. Et attention, 109 balles, c'est le 1, le 2 et le 3, sans aucun DLC. Et justement, les DLC, il y a la Deluxe Edition, qui donc inclut des tenues, la musique,
ainsi que quelques trucs à la con comme des mallettes pour 40 balles. Je sais pas si vous réalisez à quel point c'est ahurissant de sortir un pack Deluxe Edition à 40 balles pour ça. Juste pour vous dire, moi je modère un groupe Assassin's Creed, les gens se sont plaints qu'une extension de 40 heures de Valhalla à 40 balles c'était de l'arnaque. Là c'est même pas... c'est des escalades. C'est des escalades pour avoir 5 tenues. Enfin... Et 5 mallettes. Attention. Respectez les mallettes quand même. Ouais, respectez les mallettes. Mais ouais, ça change pas que c'est scandaleux. Et Seven Deadly Sins à 32 balles, ça veut dire que moi, j'ai acheté Hitman 3 pour 69 balles en francs suisses. Et j'en avais encore pour 70 balles à acheter. Alors oui, ils ont fait un geste. Ils m'ont offert le pack de luxe. Mais de nouveau, le problème, c'est cool qu'ils m'ont offert le pack de luxe. Mais le pack de luxe n'aurait jamais dû coûter aussi cher de base. Je dis le même. Autant Seven Deadly Sins, je peux comprendre que c'est payant. Parce qu'il y a un travail qui a été fait sur ces DLC. Pas aussi cher, mais il y a un travail qui a été fait aussi sur ces DLC. Et par contre, la Deluxe n'aurait jamais, mais au grand jamais, elle n'aurait jamais dû coûter 40 balles. 10-15 balles éventuellement, mais jamais 40. Bref, voici le bordel du développement. Le jeu est toujours review bombé sur Steam, il est à peu près à 50% actuellement. Donc quand je dis 50%, je parle de 50% d'évaluation. Il est toujours pas en promo. Parce qu'apparemment, en fonction, à cause d'une règle, ils ne peuvent pas. Et pour preuve qu'ils se foutent de la gueule de la commu, sur Epic Games, il est à 50%. Donc c'était clairement une tactique pour faire genre... la preuve que Steam c'est pas rentable et qu'il faut mieux rester sur Epic Games. Ça c'était juste une technique merdique et salopard, et clairement, moi qui croyais qu'Electronic Arts et CD Projekt m'avaient déçu, mais alors là, je m'attendais pas à ça de la part d'IO Interactive, qui sait toujours dire défenseur des joueurs. Mais bref. Ce point-là est terminé. Bah, du coup, on va pouvoir passer au reste des défauts du jeu. Enfin, des jeux. On va pouvoir parler du reste des défauts des jeux. Et on va d'abord profiter de cette petite parenthèse de la part de notre Master Yushibi pour parler justement du problème de la trilogie. Parce que, pour faire une comparaison simple, la Hitman Trilogy c'est 3 jeux. Qui dit 3 jeux, qui dit évolution. Donc en fait, on va pas faire un comparatif des autres sagas. Non, on va faire un comparatif de Hitman. Il suffit juste de comparer le gameplay de Contract, d'Absolution et de Blood Money. Les 3 jeux sont différents. Les 3 jeux ont une ambiance différente, les 3 jeux sont complètement différents. Pourquoi, dans cette Hitman Trilogy, c'est exactement la même chose? Vous jouez à Hitman 1, vous jouez au 2 ou au 3, il y a des différences, bien sûr. Dans le 2, il y avait plein de nouveaux gadgets, c'est pour ça que je respecte le 2. Le 2 avait énormément de nouveaux gadgets, il y avait énormément de nouveautés sympas, mais le 2 n'avait pas de... Comment on dit déjà d'import de save. Ça veut dire que si vous avez passé 400 heures à farmer tous les défis d'Hitman 1, vous devez recommencer pour avoir les items d'Hitman 1 sur le 2. Et ça, pourtant, putain, c'est pas si compliqué que ça, quoi, bordel. Voilà, c'est pour ça qu'ils ont promis de ne pas faire la même erreur sur le 3. Ce qui est le cas, ils l'ont fait, et encore heureux. Parce que je pense que j'aurais lâché l'affaire, sinon. Et pour ce qui est du 3, pour le moment, je vais pas inclure les DLC, mais pour le moment, je trouve les items pas incroyables. Il y a quoi comme item marquant sur le 3 que j'ai débloqué en l'espace de 50 heures? Le fusil de Chongqing. Le meilleur snipe du jeu. Le meilleur snipe du jeu, parce que je n'ai pas vu meilleur. Peut-être qu'on peut choper meilleur avec le mode sniper, mais j'en doute. Au passage, il n'y a pas eu de nouvelle map du mode sniper aussi, d'ailleurs. Mode complètement abandonné par les devs. Et pour terminer, le pistolet tranquillisant à double fléchette, parce qu'on n'avait qu'une seule fléchette dans le premier. Enfin, dans le 2. Donc, non, c'est pas incroyable. Et tous ceux qui me diront
Oui, mais tu as quand même l'arbalète aveuglante, tu as quand même le chewing-gum vomitif et le chewing-gum mortel, t'as quand même plein d'items intéressants, tu as quand même des armes empoisonnées qui sont quand même foutrement intéressants, oui, mais dans Seven Deadly Sins. Chose que Hitman 2, on n'avait pas besoin de ça. Alors oui, je crois que le téléphone électrique, il vient de... Oula, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est bon. Voilà, parce que vu que je montre du gameplay, j'ai eu un flou sur le gameplay. Je dirais juste une chose par rapport à ça, c'est que il y avait quoi dans Heaven de marquant? Il y avait des trucs sympas. À Heaven et à New York, je crois qu'il y avait le téléphone électrique et ce genre de choses. Mais voilà, pour donner un exemple très con, dans Hitman 2, on te filait un stylo explosif. Donc littéralement un explosif sous forme de stylo que tu pouvais cacher partout. Chose qu'ils ont fait dans le 3 d'ailleurs. Dans le 3, il y a le stylo poison. Le problème, c'est que les poisons passent les fouilles en fait. Les poisons n'ont jamais posé de problème, donc ça change rien. Un explosif, ça passait pas les fouilles. Donc au final, ça change rien au problème. Mais, avant d'être mauvaise langue, j'attendrai la Elusive Target qui va arriver dans quel jour, pour justement savoir si c'est mieux. Pour ce qui est d'un autre problème, je vais pouvoir juste parler avant de laisser parler à Yushibi pour qu'il cite quand même un ou deux défauts. Je vais quand même faire une parenthèse sur le mode Arcade Elusive, qui est un mode sorti le 20 janvier 2022 et qui était une promesse de pouvoir affronter les cibles du mode arcade dans un tout nouveau mode de jeu. Le problème, de 1, ces cibles ne comportent pas les récompenses du mode Elusive Target. Ça veut dire que par exemple vous n'avez pas le Yukata d'Hokkaido. Si vous tuez la cible d'Hokkaido dans ce mode de jeu, vous n'aurez pas le Yukata d'Hokkaido, tout simplement. Ce mode de jeu vous permet d'obtenir des items comme un Krugermeyer noir foncé. Ça ne vous dit peut-être rien, mais le Krugermeyer est l'une des armes que vous obtenez dans les maîtrises de Mendoza, qui est un reskin du Krugermeyer doré, qui est une arme qu'on chope dans Hitman 2 ou 1. Je sais pas lequel des deux, mais moi je l'ai. Donc de nouveau, ça ne sert à rien. C'est une perte de temps, ça ne sert strictement à rien, à part montrer que vous avez du skill. Et le deuxième, ils ont mis des défis d'escalade. Vous savez, le mode de jeu détesté par les joueurs. C'est pour ça que j'ai très peu... Je crois très peu que la communauté, que les devs s'intéressent à ce que pense la communauté. Et ça reste mon avis personnel. Donc voici déjà quelques défauts. Je vais laisser Yushibi en citer quelques-uns avant de reprendre la parole, parce que j'aimerais savoir ce qu'il n'a pas aimé sur le jeu. Je suis très curieux. Oh, bah... Pour commencer, puisque tu parlais des items, moi j'étais énervé d'avoir... Alors, on repart du principe. Moi, du coup, j'ai eu les 3 Hitman d'un coup. Donc techniquement, contrairement à d'autres, j'ai joué à la Hitman Trilogy et non pas à Hitman 1, puis le 2, puis le 3. Donc par exemple, le problème que tu as eu entre le 1 et le 2, je peux pas le compter, je ne l'ai pas eu. Oui. Par contre, choper des crochets, pour ensuite choper d'autres crochets, qui sont tous quasiment les mêmes. Et à la limite, j'ai eu de la chance, le premier crochet que j'ai chopé, c'était un du 2 ou du 3. Non, je crois que c'était un du 3. Qui était le plus joli. Qui avait un peu plus de gueule, qui avait un skin vraiment marquant. Bon, moi, ça me frustrait plus qu'autre chose. D'obtenir des items qui sont factuellement les mêmes que d'autres. Avec juste un reskin au mieux sympathique. Au pire, PTDR, c'est quoi cette merde? Notamment... à chaque fois le MK1, MK2 avec un vieux logo pourri dessus, je suis désolé, j'ai l'impression que le jeu se fout de ma gueule. Regarde, t'as obtenu un item et tout, on s'en bat les couilles. Alors ça d'ailleurs, pour défendre le studio, c'est quelque chose que Hitman 3 n'a pas trop. C'est surtout un antécédent du 2. Mais ça n'a jamais empêché les développeurs de tenter de corriger ça en fait.
Ouais, La communauté clairement. a critiqué cette espèce de justement de truc dégueulasse du 2, que c'était pas terrible. Ils ont critiqué ouvertement et les développeurs n'ont jamais rien fait par rapport à ça. Et ça, je le trouve vachement dommage. Ah, moi, je trouve ça extrêmement frustrant. Du coup, de choper 15 fois le même item. Et un truc que moi, à la limite, j'aurais apprécié, c'est que choper le même item, ça puisse l'avoir en double. Même si là encore, on va me dire, ouais, mais attends, t'imagines, tu peux te balader avec 15 poisons dès le début. Enfin, pas 15 mais genre 3 poisons en même temps d'un coup. Quoi. Et au pire, on me dira que si tu veux par exemple avoir 2 poisons, t'as qu'à en mettre 2 dans ton équipement. Oui, mais du coup, ça bouffe la place d'autre chose. Si je mets 2 poisons, je garde quoi? Le flingue et c'est tout. Je veux dire, dans, dans Blood Money, par exemple, comme l'histoire était bon, du coup, ça ressemble plus ou moins à ce que je comprends de ce que va être le mode freelancer, mais dans Blood Money, t'avances dans l'histoire, tu gagnes de l'argent. Avec cet argent, tu fais quoi? Bon, déjà, tu baisses ta notoriété pour avoir un peu moins de problèmes dans les niveaux suivants. Et ensuite, t'achètes des améliorations, t'achètes des équipements. Du coup, la personnalisation des équipements aussi, ça c'est un gros manque. Pour avoir un flingue de base, pour améliorer le chargeur, améliorer le viseur, pas rajouter un silencieux puis rajouter un subsonique. Par exemple, c'est un gros manque. C'est un gros manque. Et ce qui fait que dans Blood Money, t'avais une sensation de progression. Là où dans Hitman Absolution aussi, t'avais une sensation de progression. Puisque dans Absolution, bon, bah, t'avais des espèces de points de compétence. Bon, je préfère la version de Blood Money, mais t'as une sensation de progression. Au final, dans la trilogie, que dans certains niveaux, comme Hokkaido par exemple, où tu peux commencer sans rien, parce que c'est un truc hyper sécurisé, ou le niveau du train, où bon, bah, forcément tu t'es fait assommer, tu vas pas te réveiller à moitié à poil, mais avec un flingue et une bombe dans le cul. Bon, ok, mais j'ai pas de sensation de progression. D'ailleurs, au final, plus j'avançais dans les niveaux, plus j'avais une sensation de dégradation, puisque il a quasi une grande partie des niveaux, au final, je pouvais même plus commencer avec le moindre équipement sur moi. Mais j'ai pas la sensation de progression. La seule sensation de progression, c'est quand j'arrive à débloquer un item sympa. Mais faut maximiser la maîtrise pour obtenir des items sympas. Les vrais items intéressants qui te donnent l'impression d'évoluer, tu les as à partir de la maîtrise 10, maîtrise 15. Tu fais rarement maîtrise 10, maîtrise 15 dès ta toute première game. Donc au final, à chaque fois, je me récoltais, ah bah ouais, super, une bombe à proximité. Bon, bah je vais la ranger avec les autres. Au final, c'est extrêmement frustrant. C'est ça dont je parlais tout à l'heure quand je disais que j'étais déçu. Le système d'items, ça me fait penser au même. Ça me fait penser au même du cadeau de Noël, vous savez. Quand tes amis en fait t'offrent un cadeau, mais en fait ils t'offrent tous le même cadeau, tu sais, et puis t'as une grosse pile en fait. Voilà, et en fait. Chose qui m'est déjà arrivé en plus. En fait, pour moi, ce problème aurait pu se régler simplement. Déjà, pour commencer, de masquer les items en trop aurait pu être une idée. Ouais. Comme l'a dit Yushibi, de dupliquer les items en trop pour en avoir plus. De proposer des meilleurs bonus, et même peut-être même de récompenser les possesseurs du 2 et du 1. Comme par exemple, imaginons, vous faites toutes les maîtrises des niveaux d'Hitman 1, vous pouvez prendre un item supplémentaire de plus dans toutes les missions, vous finissez toutes les maîtrises de Hitman 2, vous pouvez récupérer un item supplémentaire. Oui, ça paraît cheaté, mais il faut quand même faire toutes les maîtrises d'un jeu entier, donc c'est quand même une forme de récompense. Là, littéralement, c'est ça le problème, c'est qu'une bonne partie des récompenses du jeu sont des skins. Vous finissez le jeu 17 fois en assassin silencieux en costume, on vous donne une corde à piano classique. C'est juste un skin de la corde à piano de base. C'est tout. Quel intérêt? Pourquoi moi j'irais me faire chier à faire ça, quoi? Ça n'a pas d'intérêt en fait. Je veux dire, autant faire 17 fois l'assassin précis vous permet d'obtenir un bon fusil de précision. Et ça c'est cool. Je dis pas le contraire.
on mentionnera pas que celui de Shonkin, qui est 100 fois moins chiant à farmer, est plus puissant. Mais sur le papier, justement, Shonkin, il est meilleur, mais au moins c'était intéressant. Je veux dire, de donner des trucs intéressants. Et c'est pas que les développeurs ne savent pas le faire. La preuve avec les items de Seven Deadly Sins. Dans Seven Deadly Sins, on peut avoir des armes à silencieux. On peut avoir des armes à silencieux qui sont assez rares à choper. On peut avoir du chewing-gum vomitif ou mortel. On peut avoir une arbalète qui tire des carreaux aveuglants, qui se lance plus loin que des grenades aveuglantes. Donc, le jeu le prouve. Ils sont capables. Ils sont capables. Après, je peux comprendre que c'est ça le souci. C'est que vu que c'est 3 jeux séparés, tu peux pas punir le joueur. Celui qui n'a que Hitman 3, eh ben, il peut pas se retrouver que avec des items cheatés. Parce que sinon le joueur d'Hitman 1 il est lésé. Donc c'est normal que les items se ressemblent dans les 3 opus. Et c'est ça le problème. C'est que ces 3 opus qui sont censés s'unifier pour être un seul jeu, mais t'as pas l'impression que c'était prévu de base. T'as vraiment cette impression que c'est mal branlé. Enfin, t'as vraiment l'impression que pour être vulgaire, t'as l'impression que c'est un modeur. T'as l'impression que c'est un modeur qui a fait fusionner les jeux et parce que malheureusement, vu que c'est un mode, tu te retrouves avec des objets doublons. Voilà. Dans un sens, c'est ça. Hein. Et justement, c'est ce qui fait que je suis extrêmement déçu. Après, on parlera des points positifs, mais moi, ça me frustre énormément. Après, rajouter à ça que bon, les niveaux ne sont pas du tout égaux, dans le sens où il y en a qui sont géniaux, que t'as envie de refaire. Le niveau de Hokkaido, encore une fois, même moi personnellement, je garde quand même un très bon souvenir du niveau de Bombay, Santa Fortuna aussi. Mais au final, je vais citer quasiment majoritairement des niveaux du 1 et du 2 d'ailleurs. Et dans le niveau du 3, à part Mendoza, Shonkin est sympa, mais vachement petit. Berlin est très particulier. Mais bon, déjà de 1, suffit de lancer l'instinct et tu remarques déjà tes cibles alors que t'es pas censé pouvoir les voir, puisque c'est les seuls qui peuvent te repérer dans tous les cas. T'as même pas besoin de l'instinct. Ils ont tous des lunettes noires, presque. Oui, à part aussi, un ou deux, ils ont tous des lunettes noires. Mais sans déconner, frérot. Tu te fais chier à leur faire une tenue différente que les autres gars de la plèbe, mais tu leur mets la même gueule, je sais pas quoi. Bon, pour sorte, on en reviendra sur les problèmes des 6 niveaux après, mais ce que je veux dire, pour faire une autre comparaison, dans Hitman 1, vous avez des défis comme l'horreur à l'Impaman. Ou comme un autre défi, vous avez le défi du plombier. Dans Hitman 2, vous avez d'autres défis, comme par exemple le défi de la caisse. Enfin, le défi du briefcase, comme ils disent en anglais, qui vous permet d'obtenir une valise qui est buggée et qui, donc, quand vous la lancez, l'animation de lancer est plus lente. Bon, c'est presque un item unique en parlant de ça. Pourquoi en un an, vous n'avez pas fait ça sur le 3 ? Vous voulez des items uniques sur le 3, bah vous payez 32 balles. Et moi je trouve ça pas correct. Clairement. Après, dans les défauts, du coup, j'en parlais aussi tout à l'heure quand je parlais d'Absolution, mais le scénario, il a du potentiel. Parlons du scénario. Il est pas inintéressant, mais j'ai fait la transition, je me permets de commencer. Le scénario est très sympa, mais horriblement inégal et décevant. Il y a certains points de scénario, je te laisserai en parler, je vais pas tout dire, mais déjà, je repasse un petit peu sur les cinématiques, mais les cinématiques du 2 faisaient que je me faisais chier avec le scénario, alors que paradoxalement, c'est là où je trouve que le scénario est un peu le mieux. Et les cinématiques me cassaient tout. Genre, encore une cinématique à bas budget. Oh mince.
vivement le niveau suivant. Mais on va dire, je vais dire honnêtement, quel est le problème de la Hitman trilogie. Ah, mais tu me laisses même pas finir sur le scénario, c'est honteux. Oui, je vais finir sur le scénario, mais le problème du scénario de la Hitman trilogie. Il n'y a qu'un seul souci du problème de la Hitman trilogie, et ça a un mot, Legacy. Qu'est-ce que c'est Legacy? C'est le nom de la cinématique que vous avez quand vous terminez le prologue, et qui en fait est un résumé de toute la saga d'Hitman. Mais le problème de cette trilogie, enfin non pas de cette trilogie, le problème de ce trailer, c'est qu'il rend les choses énormément incohérentes. Parce que vous avez donc un niveau de contract, alors que contract est censé se passer le niveau en question de contract se passe pendant Codename 47. Vous avez un niveau d'absolution, alors que vous dites dans Hitman 3, Diana le dit, je ne connais pas de Blake Dexter, c'est sûrement dans une réalité alternative. Donc en tout, les devs dans Hitman 3 ne veulent pas assumer l'existence de Absolution. Mais il le montre quand même. Ce qui fait qu'on se retrouve dans un bordel scénaristique où Absolution est canon. Ça veut dire pas de Victoria, comme on l'a dit juste avant. Victoria n'existe pas, mais pourtant elle existe parce qu'elle a apparu. On se retrouve dans un bordel. On se retrouve dans un bordel sans nom, et malheureusement, c'est que le début du problème avec ce scénario. Pour continuer sur quelque chose qui ne va absolument pas avec ce scénario, on se retrouve justement avec des cinématiques, qui ne se suivent pas entre la CGI qui n'a pas de budget et la engine. Et le problème de tout ça, c'est que le scénario, tu sais pas trop où il veut. Au début, on essaie de te faire comprendre, que Lucas Grey est un mec sympa, c'est un mec gentil, enfin non, c'est même pas un mec gentil, que c'est un connard qui manipule 47 et autres. Donc, ce qui fait que vous allez le traquer, et vous allez justement tenter de détruire son organisation. T'apprends que Lucas Grey cherche à tuer 47, il le vise avec un fusil de précision. Et après... Ouais, mais il tire pas et ça veut tout dire. Voilà. D'ailleurs, le fait qu'il le tire pas dessus, ça me fait rire, parce que s'il voulait juste voir 47 au loin, il aurait pu prendre des jumelles, en fait. Ouais, c'est vrai que du coup, ça fait... En fait, je pense qu'ils ont pris un sniper, enfin un fusil de précision pour mettre de l'ambiguïté, mais... Mec, t'as 15 occasions de le buter. La meuf, Olivia, avec qui il parlait, il me semble qu'elle était plus en mode tue-le. Et genre, c'est toi qui as le flingue dans les mains, tu le vises, tu tires pas. Et du coup, elle est où l'ambiguïté? Moi, au début, quand je vois ça, je me dis non, mais il est con. Il veut le tuer, il lui tue pas. Genre, et encore une fois, si tu veux juste le voir faire son truc, tu prends des jumelles. Mais voilà, c'est ça, c'est seulement pour créer une fausse intrigue. Et après, tu te retrouves avec un Hitman 2 qui a pas de budget, où t'apprends que Lucas Grey c'est un putain de terroriste parce qu'il fait sauter le laboratoire de Jonas Bourg. Le laboratoire de Jonas Bourg qui a tellement un putain de design qu'il aurait mérité d'être un niveau en DLC dans le 2, mais bon, passons. Tu te retrouves à apprendre la vérité sur 47, d'ailleurs, sur le fait justement que c'est un clone, que c'est le numéro 6. 6 6, ou 7 6, c'est le numéro 6. Que tu apprends que c'est le numéro 6. D'ailleurs, par rapport à ça, c'est vraiment un bordel par rapport à ça. Et après, t'as le scénario, tu sais pas trop où il va en venir par rapport au scénario. Tu te retrouves en fait, 47 décide de prendre un sérum qui lui redonne ses souvenirs. Genre, une technologie pareille n'a jamais été mentionnée dans les Hitman avant. Ça de nouveau,
c'est le sérum en scénarium. Voilà. T'as le problème, c'est t'as le sérum en scénarium, donc ce qui fait que t'as 47 qui redevient humain. Vous savez, la chose que les gens ont craché dessus dans la solution. Et ce qui fait qu'après, ils traquent Leadless Guy, mais en fait, ils ne veulent pas tuer le Constant, mais en fait, ils veulent l'interroger. Ça, on comprend pourquoi elle veut pas le tuer, parce que c'est Diana qui veut la vérité sur la mort, parce qu'apparemment, ils ont fait un plot twist. En fait, 47 et le meurtrier. T'as précisé les spoilers dans le titre? Non, mais de toute façon, ce sera full spoiler, je mettrai en description. Mais en fait, t'as les parents de Diana qui sont tués par 47, mais le problème, c'est que Diana avait 10 ans. Et en fait, 47 et Diana ont 10 ans de différence. Et le problème, c'est... Ouais. De nouveau, là, on a aussi un souci. C'est parce qu'il y a plusieurs théories. La première théorie... D'ailleurs, là, je veux dire, la vidéo de fond, elle s'est relancée. On a déjà fait 1 heure, donc... Donc je termine juste le mode histoire et après on fera une pause. Donc, ça veut dire que 47, il y a plusieurs théories. 47 serait né adulte, ce qui est faux, parce qu'on a eu un flashback où on a montré qu'il est né enfant. Pas qu'un flashback d'ailleurs, on en a eu plusieurs et on a les traces de main des deux sur l'orphelinat dans le 3. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? 47 pourrait avoir un vieillissement accéléré. Comme Mark Pouraya, le personnage antagoniste principal de Blood Money. Le souci, c'est que s'il a un vieillissement accéléré, en fait, ce sera un grand-père. Ouais. Voilà, donc de nouveau. On peut pas... éventuellement, on peut pas dire qu'il a un vieillissement ralenti, parce que ça voudrait dire qu'il a 20 ans. Parce qu'il a à peu près 20 ans lors de la mort des parents de Diana. Vous voyez, ça c'est tout un bordel. C'est tout un bordel qui a créé le truc. J'ai encore lu un truc sur internet, un mec qui m'a dit que 47 ne peut pas avoir de poils qui poussent sur son torse parce que c'est un clone. Alors, j'ai pas envie pourquoi il a des sourcils alors? Voilà, déjà de 1, pourquoi il a des sourcils? Déjà de 1 et de 2. Ok, mais pourquoi Lucas Gray, qui est aussi le clone de la même entreprise, a une barbe et des cheveux? Voilà, oui. Non, mais ça c'est... Et d'ailleurs, la théorie selon laquelle, vu que c'est un clone, il vieillit moins rapidement, donc il peut vivre plus longtemps, machin et tout. Lucas Gray, au final, il a une tête, on dirait il a la cinquantaine, lui ça se voit, tu sais. Encore Lucas Gray, vu que c'est le numéro 6, on peut imaginer que c'est pas un clone parfait, contrairement à 47, tu vois. Ouais. Mais de nouveau, c'est bordélique. Ils sont censés avoir le même âge. Les pros de Hitman vont m'incendier et vont sûrement me répondre en commentaire, et je vous invite à le faire. Je vous invite à répondre à ces problèmes en commentaire, histoire qu'on puisse en discuter, parce que moi je veux savoir. Je veux savoir. Donc voilà, clairement. Et après, t'as le scénario du 3. Mais en fait, 47 est humain, et il regrette ce qu'il a fait, mais en fait, Lucas Gray ne sert à rien au scénario. Ouais, il meurt beaucoup trop tôt, et de manière... Et même pas vraiment de manière claire, genre, il s'est suicidé pour pas que 47 se mette en danger, machin, mais non, mais vas-y, ça pue. Et après, t'as le coup de 47 qui travaille plus pour l'ICA, passer une vengeance personnelle contre Providence. Donc Providence engage l'ICA, et c'est là que Absolution rentre en compte. En ayant canonisé Absolution avec la bande-annonce Héritage, on rend tout le passage de l'ICA débile. Parce que dans Absolution, une division de l'ICA contrôlée par Travis a foutu 10 fois plus de merdier sur 47 que l'entreprise en elle-même. L'entreprise, l'ICA, s'effondre en 2 missions. Donc la mission où il se fait traquer, la mission où il attaque le data center. Ouais, Berlin et Chongqing. Et ça, de nouveau, le problème... Et c'est décevant, quand tu vois que t'as limite tout un jeu
sur ce scénario-là, et quand tu vois les moyens qu'avait Travis, qui est qui gère une filiale de l'ICA, et là tu vois l'ICA, c'est oh putain, oh ils ont perdu du blé, hein, ils ont tout perdu là les gars, ils se sont fait, ils se sont fait cambrioler juste avant ou... Il y a des choses très pertinentes. Hein. À Chongqing, il y a des choses très pertinentes. On en discutera globalement des CIMAP plus tard. Mais il y a des choses très pertinentes. Le seul problème, c'est la crédibilité de la CIA après Absolution. Moi, de mon avis personnel, ce qu'ils auraient dû faire, ils auraient dû sortir quelques maps supplémentaires sur le 2, la traque des partenaires sur le 2 en DLC, la poursuite de l'ICA pendant la moitié de l'opus du 3. Plus de la moitié du 3, c'est une traque. C'est une traque de l'ICA. Et à la fin, bah, il défonce l'ICA et après il chope le constant. Ce qui au final aurait fait un scénario qui est le miroir d'absolution. Le miroir d'absolution, c'est que tu poursuis Black Dexter et à la fin tu butes l'ICA. Là c'est le contraire. Tu défonces l'ICA et à la fin tu défonces le constant. Ça aurait pu faire un parallèle miroir avec Absolution et une très bonne ref. Et ça, c'est pour moi, c'est le plus gros problème qu'ils ont fait, c'est ce gros bordel avec l'ICA et autres. Ils ont extrêmement mal géré le scénario. Hein. Ils ont malheureusement mal géré le scénario et pour faute, parce qu'ils ont promis qu'on allait avoir 6 maps dans le 3, qu'on allait avoir 6 vraies maps et qu'on n'allait pas avoir la même erreur que le 2 avec Ogbey Island. On a eu exactement le même problème avec les Carpates. Ce qui fait qu'il manque un niveau. Et je pense que ce niveau, justement, ça aurait été un niveau de l'ICA en plus, j'aurais pas du tout dit non. Voilà. Pour en revenir, après l'ICA, on se retrouve avec l'intrigue de Diana qui trahit 47. Alors de nouveau, pour moi, le Diana qui trahit 47 a 2 problèmes scénaristiques. Déjà de 1, c'est du réchauffé. Déjà de 1, le fait que ce soit du réchauffé, le fait que ce soit du réchauffé, ça me fait rire. Moi, ce qui me fait rire, c'est que ils ont voulu donner une raison à Diana de trahir 47. Le seul problème, à quel moment on veut y croire? C'est clair. Diana et 47 ont passé plus de temps ensemble que Diana avec ses parents. Juste pour vous remettre le contexte. Diana a à peu près 10 ans quand elle perd ses parents. 47 et Diana ont travaillé 20 ans ensemble. Ouais, et quand bien même, il y a eu les... Alors, à niveau absolution, si on imagine que ça existe pas, dommage, mais si on imagine que ça existe, il y a quand même eu un putain de lien entre les deux. Et même dans Blood Money, il y avait un lien entre eux, même si il était clairement pas trop mis en avant, c'était surtout vers la... Moi je trouve que c'est vraiment sur la fin. Et au final d'ailleurs, je trouve ça marrant qu'au final Blood Money soit le seul opus où t'as les deux qui s'embrassent, même si bon c'est juste pour lui mettre le sérum de machin. D'ailleurs, si je puis me permettre, tout à l'heure t'as parlé du sérum du scénarium. Dans Blood Money, t'as aussi un sérum qui fait que 47 meurt et revient à la vie, d'où le niveau Requiem. Sérum qui est introduit dans le 3e niveau de Blood Money. Qui est introduit dans Flatline avec Carlton Smith. Voilà, et oui d'ailleurs aussi c'est vrai que Smith existe depuis... Mais genre du coup, ça c'est un scénario bien écrit où on t'introduit les trucs. Le fusil de Tchekhov, les gars, si vous voulez faire du scénario, intéressez-vous un peu à comment on fait un scénario, bordel. Mais du coup voilà, et du coup j'en ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Là c'est pareil. C'est pareil. On te parle d'un virus, le fameux virus qui empoisonne 47, me fait penser au virus de Sapienza. Sauf que le virus de Sapienza, bah on l'a détruit. Donc, faire un virus qui soit au final encore pire que le virus de Sapienza, parce que le virus de Sapienza, j'explique, c'est une balle qui génère des particules qui empoisonnent la personne et que c'est au niveau de son ADN que tu peux tuer une personne.
c'est quasiment le même virus, sauf que c'est un virus au toucher. Donc 2 fois plus cheaté. Et ça, je suis navré, mais de sortir comme ça, Diana qui sort, c'est un virus créé par Ether Corporation. Vous parlez de l'entreprise dont le laboratoire principal s'est fait sauter par Grey 3 ans avant. Ok. Et qui a perdu pas mal de ses membres. Oui, parce que c'est pas comme si Ether Corporation avait perdu le labo de Sapienza, avait perdu le labo d'Hokkaido. Parce que entre-temps, t'as l'hôpital d'Hokkaido qui deviendra un mini laboratoire d'Ether avant que 47 élimine ses membres. Donc voilà, non, ça ne passe pas. Et bien sûr la fin, la Blood Money, la rencontre entre l'antagoniste et le problème. Là, je félicite Io parce qu'ils ont inventé un truc qu'il n'y avait pas dans la trilogie. Des ennemis armurés. Waouh, des trucs qui existaient dans l'Absolution. Juste comme ça. À la fin de Chongqing, vous faites repérer et vous devez éliminer des ennemis. Vous êtes en train de dire donc que les soldats d'élite de l'ICA ne sont pas armurés, chose qu'ils le sont grâce au canon d'absolution de la vidéo Legacy. Ils ne sont pas armurés, mais par contre les soldats de Providence, qui ne servent à rien pour le niveau, eux sont armurés. Il y a vraiment un souci d'écriture. Il y a vraiment un souci d'écriture dans ce Hitman 3, je trouve. C'est un avis personnel qui fait qu'il n'est pas crédible. Voilà. Exactement. Qu'il n'est pas crédible. Et d'ailleurs, si vous mettez l'armure, vous êtes pas armuré, pardon. Et ça, c'est extrêmement dommage. Ça, c'est extrêmement dommage. Parce que ça, de nouveau, ça aurait permis de mettre une tenue armurée dans les maîtrises et d'en faire un item unique. La seule tenue du jeu qui vous donne des points d'armure. Bref. Ah, mais ça encore... c'était pas compliqué hein, pour les items. J'en reviens vite fait, mais un crochet qui crochette un peu plus vite, même si le temps de crochetage est extrêmement court, je trouve. Dans Absolution, au moins, tu disais merde, s'il y a quelqu'un qui approche, je suis dans la merde. Là, au final, en vrai, tu jettes une pièce, tu crochettes en 2 secondes. Les mecs, ils ont même pas le temps de comprendre que c'est juste une pièce de monnaie tombée par terre. T'as déjà passé la porte. Non, le problème, c'est qu'ils ont dû reskiner. Ils auraient dû, à mon sens, reskiner les MK2 sur le 3. Ça aurait pas changé grand chose. Hein. Oui, ça mais oui, c'était déjà mieux, mais genre en vrai, ça aurait rien changé sur ma déception. Oui, mais ça aurait été déjà mieux. Je pense que pour les défauts, on a déjà à peu près tout dit. On n'a pas fini au niveau des défauts. On en a encore pas mal, mais là on est à 1h15 de vidéo, donc on va faire une pause. On revient juste après. On a quand même pas mal de choses à dire pour la suite. On a bientôt fini au niveau des défauts, par contre. J'en ai encore quelques-uns à citer, et après on va sortir les qualités parce que là il y en a quand même pas mal. A plus tout. Salutations.